Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Tout d'abord, mes excuses pour cette voix due à un rhume. Je vous en parlais dans le sommaire. Aujourd'hui était jour de scrutin, un jour pour une partie des citoyens sénégalais. Ils ont la particularité d'être militaires ou paramilitaires. Au total, 23 000 sont inscrits sur toute l'étendue du territoire national. On fait aujourd'hui le point à Dakar. Notre reporter, Louis-Philippe Sagna, a choisi un centre comptant 4 226 inscrits. Il s'agit de l'école Bibi Ndiaye. Reportage. Le même dispositif a été maintenu dans les 6 bureaux de vote. Le matériel également est au complet pour faciliter le bon déroulement du scrutin. On est avant tout des citoyens et tout citoyen doit quand même s'évertuer à exercer son droit civique. Comme cela nous a été donné et consacré par la Constitution, je pense que tout citoyen doit s'impliquer dans la vie active de son pays, faire des choix et pour quand même se retrouver dans ces choix-là. On devait, malgré les contrôles du service, que le commandement a quand même fait des efforts pour aménager les gens, j'ai décidé de voter quand même, d'accomplir ce devoir civique qui est très important pour tout un citoyen. Depuis le démarrage à 8 heures, aucun dysfonctionnement n'a été constaté. Les observateurs trouvés sur place l'ont confirmé. Nous apprécions franchement l'organisation de ces élections, que ce soit du premier tour ou du deuxième tour. Les autorités électorales, telles que le ministère en charge des élections, la Sénat, se sont très mobilisés dans l'organisation. Et nous apprécions cette organisation. Cela nous a permis de vivre vraiment une très belle élection. Depuis ce matin, on a pu constater une atmosphère très calme comme a été aussi lors du premier tour. Les bureaux observés par nous ont ouvert à l'heure. Tous les matériels sensibles étaient présents. On a constaté juste au début un peu de mouvement, donc ça veut dire des électeurs qui sont venus à voter. Actuellement, on attend de voir les prochains chiffres qui vont arriver à la mission dans quelques heures. Comme ça, on aura une idée plus claire sur la participation du corps militaire et paramilitaire, même pour le deuxième tour. Pour ce premier jour, il n'y a pas grande affluence. Dimanche, le décor sera certainement autre, ce qui permettra sans doute de dépasser le taux de participation de moins de 29% enregistré lors du premier tour. Militaires et paramilitaires qui, je le rappelle, votent aujourd'hui et demain, et puis le reste des Sénégalais voteront, vous le savez, dimanche prochain. On reparle de la grève des enseignants. Vous le savez, des organisations syndicales ont fait la promesse de sauver l'année en cours. Et ce, malgré les nombreuses semaines sans cours. C'est dans ce sillage que s'inscrit une ONG, la Coalition Nationale Éducation pour tous. Après plusieurs semaines passées à rencontrer les acteurs sur le terrain, elle s'est posée un moment pour faire le bilan au cours d'une conférence de presse à laquelle Ramatadem a assisté. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous a toujours œuvré dans le sens de multiplier des initiatives, à savoir des forats, des contacts de proximité, des pré-assises pour une éducation de qualité performante au Sénégal. Nous allons poser le problème d'une concertation nationale de tous les acteurs. Parce que nous pensons qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le secteur. Il y a les organisations syndicales, il y a des organisations de la société civile, il y a les parents d'élèves, il y a les élèves, il y a des étudiants. Vous voyez, à un certain moment même, ce sont les élèves et les étudiants qui sont au devant de la scène pour dire nous voulons étudier. Donc aujourd'hui, on ne peut pas discuter des problèmes de l'école et ignorer les élèves et les étudiants. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut organiser une large concertation de l'ensemble des acteurs pour discuter de ces problèmes. Cette année encore, avec cette crise qui a secoué tous les ordres d'enseignement, la coalition a pris son bâton de pèlerin pour parvenir à des consensus acceptables pour au moins la pacification de l'école sénégalaise et de l'université pour l'année en cours. Tellement ils sont d'une motivation pour que l'école réussisse, ils ont mis en avant les intérêts supérieurs des étudiants et des élèves. Ça, c'est ce que nous avons constaté. En tant qu'acteurs et médiateurs, ils nous ont donné toutes les informations. C'est pourquoi nous avons ici toutes les plateformes revendicatives de ces organisations syndicales-là, pour pouvoir savoir où se trouve le problème. Les différentes rencontres menées par la Coalition nationale éducation pour tous, qui a pu rencontrer les organisations et cadres syndicaux en grève, a permis d'apprécier les différentes plateformes revendicatives des syndicats, mais aussi de s'informer sur les propositions faites par le gouvernement. Ainsi, dans les différentes rencontres, la Coalition nationale éducation pour tous a demandé aux syndicats de suspendre leur mot d'ordre compte tenu de la situation actuelle du pays marquée par un contexte électoral.
Et puis on reste dans le domaine de l'éducation pour parler de ce programme de prise en charge des pupilles de la nation, mais aussi d'enfants issus de familles non aisées. Un programme œuvrant dans ce sens vient d'être lancé au cœur de la banlieue de Dakar, plus précisément à Pikine. Un lancement à l'occasion duquel 200 enfants ont déjà pu bénéficier d'une allocation de 40 000 francs. Tout cela s'est passé sous la supervision de l'Office national des pupilles de la nation. Fatou Diouf nous en parle. Pour cette première phase, 273 pupilles de la nation ont reçu une enveloppe de 40 000 francs CFA. Une contribution de l'État du Sénégal pour une meilleure prise en charge de ces orphelins qui pour la plupart ont perdu leurs parents dans le naufrage du bateau le Joola. Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. C'est une très bonne action. D'ailleurs, avec la vie trop chère, ces gens-là, je ne peux que les remercier parce que je suis dans une école privée et là, le coût du paiement mensuel, c'est très cher. Donc ça va vraiment m'aider. C'est une prise en charge pour l'alimentation, l'habillement, les frais médicaux et ensuite les frais scolaires. Ce que nous attendons de l'État, c'est surtout la prise en charge au niveau des écoles. Parce que la plupart, moi j'ai recensé presque tout Dakar, mais la plupart des enfants sont dans les écoles privées. Malheureusement, alors le décret d'application ne prend pas en charge les écoles privées. C'est un point de revendication que nous réitérons. Orphelins et enfants issus de familles démunies recevront une allocation mensuelle de 20 000 francs CFA. L'objectif est d'assurer un avenir prometteur aux tout-petits. Aujourd'hui, nous sommes venus à Pikine. Il y a un calendrier qui est préparé et qui va pouvoir être mis en œuvre dès la semaine prochaine à l'échelle nationale pour permettre à tous les pupilles de la nation de recevoir leur allocation des mois de janvier et février. Le programme démarre par Dakar, mais il sera élargi à toutes les régions du Sénégal, ce à partir du mois d'avril. Et puis on poursuit notre questionnement sur cuisine et séduction. Alors l'art culinaire est-il un moyen de séduction? Les habitudes culinaires tendent de plus en plus à croire que bien cuisiner serait un pas important franchi pour accrocher davantage l'être aimé. La cuisine, un moyen de séduction, c'est un sujet de Fanta Badji. Cuisine remonte à la préhistoire, mais elle a beaucoup évolué au fil du temps. Sa pratique visait essentiellement à satisfaire un besoin biologique. Aujourd'hui, elle représente tout un savoir-faire, un art en quelque sorte. Tout est art dans la cuisine, tout est art depuis l'achat des ingrédients jusqu'à leur amalgame, leur mélange, l'harmonie des ingrédients, etc., jusqu'au choix même des ustensiles utilisés. D'abord, préparer les ustensiles, à les rincer, à les ranger, à ordonner sa cuisine et à aller au marché avec la calebasse, à revenir, même dans la calebasse, il y a une façon d'agencer le poisson, les légumes. Quand on revient aussi, quand on les prépare, il y a une façon de poser le poisson, de mettre à côté les légumes. Dans la marmite aussi, on ne met pas tout en vrac en même temps. Il y a un temps pour chaque élément. Ça, c'est déjà de l'art. Au Sénégal, la cuisine est d'abord un facteur culturel, un patrimoine que les familles essayent de sauvegarder. À l'époque, on nous enseignait comment faire la cuisine avec les condiments que l'on prenait dans la nature. Il faut revenir à l'éducation traditionnelle, entre guillemets, apprendre aux filles, même si elles vont à l'école, à faire la cuisine. C'est aussi une manière d'éduquer les enfants. Je me rappelle... en tout cas, donc d'origine saint-louisienne, quand on présente le repas, d'abord l'hygiène. On a besoin que ça soit présenté dans un plat propre. Donc il y a toute une éducation derrière la présentation et la prise du repas. De la cuisine de subsistance, l'on est passé à la cuisine raffinée. Faire à manger exige de nos jours tout un cérémonial. On porte une tenue pour faire la cuisine, mais quand on fait par exemple le sor pour le tchéboujen, en attendant que le riz soit cuit, on va se laver, on prend une tenue et on vient justement servir. Et pour servir aussi, il y a tout l'attirail. Comment mettre la nappe. Même si c'est une natte, on met aussi une nappe.
normalement. Et on pose le plat, on pose de l'eau pour laver les mains, on pose des serviettes. Tout ça, c'est tout un art. Et quand on mange aussi, il y a la femme qui sert en général. Et les invités et le mari, la façon de couper le poisson, de le poser délicatement, etc. etc. On prend un chiffon propre et on nettoie les bords, même avant de présenter, pour que rien ne déborde, pour que tout soit impeccable. Comme le font les bonnes dames, font du djagari. C'est ça qu'elles font le soir. Donc il faut bien savoir s'y mettre. Toute cette passion autour de la cuisine a fait de sa pratique un art. Dans les ménages, l'on rivalise d'originalité, harmonie des couleurs et des saveurs. Il faut être inventif pour impressionner et faire plaisir. C'est un art de faire la cuisine, aussi un art de donner à manger. Il faut le donner avec grâce, rire, sourire, vraiment avec propreté. Et la femme sénégalaise, elle est spécialiste dans dans le fait de donner à manger quand même. Toutes ces règles d'usage tribuent d'une certaine façon à raffiner dans le foyer. Le repas, c'est-à-dire est un moment privilégié pour les pères de famille. Un bon Sénégalais a même le son. Donc elle vient souvent. Et si c'est un bon plat, je préfère mettre la main, même en famille, tout le monde est là-bas, tout le monde est à côté de toi. Il y a la chaleur humaine, là vraiment j'aime ça. Manger ensemble, puisque ça fait quelque chose. C'est bien de partager le plat. Donc en famille, ce n'est pas la même chose que des contacts. On vient voir papa, on salue, on s'en va. Prendre la cuisine ensemble, moi je suis content quand il y a beaucoup de monde chez moi. L'art culinaire est une chose, mais l'art de manger en est aussi une autre. Les fins gourmets apprécient chaque étape d'un repas bien fait et qui leur est bien présenté. Un bon tchéboujen, surtout accompagné de djaga. Après le pain, on prend les trois normaux et accompagné de fruits comme les poires, il y a des raisins, tout ça là qu'on prend. Et après, on peut faire du lait caillé. De la préparation au service en passant par la cuisson, tout ceci est déterminé par le facteur temps. Ce temps qui fait parfois défaut et oblige certaines à acheter du prêt à consommer qu'il suffit de réchauffer ou encore de passer au micro-ondes. De cette façon, les femmes n'ont plus le temps de faire du mokopot, comprenez la coquinerie à la sénégalaise. Peut-être bientôt la fin du casse-tête des eaux stagnantes dans la ville de Dakar. L'ambassadeur du Japon et le maire de la capitale sénégalaise viennent de signer un contrat d'accord concernant l'aide à la fourniture de matériel de pompage des eaux de ruissellement, notamment au niveau des quartiers périphériques de Grand Yoff, Anne et Fas. D'un montant de 53 millions de francs, ce projet entre dans le cadre de l'aide aux projets locaux, contribuant ainsi à la sécurité. Ramatadem, reportage. De près de 53 millions de francs CFA que le Japon vient de mettre à la disposition de la ville de Dakar en vue de l'acquisition de 3 motopompes de grande capacité pour faire face à la stagnation des eaux de ruissellement pendant la saison des pluies dans les quartiers de Anne, Grand Yoff et Fas. Après avoir apposé sa signature sur le contrat, l'ambassadeur du Japon s'est félicité de la finalité de cette aide qui a pour but de contribuer directement à l'accroissement du bien-être des populations des quartiers concernés. C'est le premier projet de la coopération directe entre l'ambassade et la ville de Dakar. Et surtout, c'est le projet du don financé par le gouvernement du Japon, directement assisté des efforts pour des conditions socio-économiques de la communauté locale. Et surtout, quand on parle de la ville de Dakar, à cause de la concentration de population, ça entraîne beaucoup de problèmes. Problèmes d'urbanisation, problèmes de délai de développement local. Et surtout, ici à Dakar, il y a toujours le problème de l'inondation.
Tout en se réjouissant de cet acte de générosité du peuple et du gouvernement japonais à l'endroit des Dakarois, le maire de Dakar a noté que ces motopompes vont constituer un apport considérable dans l'amélioration du cadre de vie des populations. C'est pour la ville de Dakar, ses élus et son administration, l'occasion de vous remercier encore une fois, vous et les autorités politiques et administratives du Japon, parce que dans l'époque où nous vivons, vous nous manifestez, s'il en était encore besoin, votre solidarité et votre soutien. Vous l'avez dit, le Sénégal est un pays en devenir. La ville de Dakar a mis le point de temps. Et nous l'avons tellement compris que depuis 29 mois, d'ici promotion de la race de Dakar traduit cette générosité du Japon comme un encouragement et une indication vers la voie du développement. Au chapitre religieux à présent, le Magal de Porokhane édition 2012 se prépare. L'État compte déployer une trentaine de camions-citernes. Décision saluée du reste par Serine Bassirou Mbaké. C'était lors d'un CRD tenu dans la cité religieuse Aline Badarakan. C'est une véritable course contre la montre. À Porokhane, le rythme des préparatifs s'accélère à moins d'une semaine du Magal. Les sites d'hébergement sont sur le point d'être livrés. Le mausolée de Sokhna Diarra Bousso, la mère de Khadimoul Rassoul, fait peau neuve. C'est l'un des sites sacrés qui accueille le plus de monde lors du Magal. L'État, lui, entend mettre le paquet pour le bien-être des pèlerins. Cette année, l'accent sera mis sur le volet hydraulique. L'année dernière, on nous a dit que la difficulté, c'est qu'on attendait que le troisième forage marche, il ne marchait pas. Cette fois-ci, l'entrepreneur est là, il va arriver dès demain pour mettre en service le troisième forage. Mais j'avais dit qu'il faut qu'on se mette dans la position pessimiste où même le troisième forage mis en service poserait des difficultés. Donc il faut faire abstraction de ce troisième forage qui, s'il marchait, deviendrait une bonne surprise pour tout le monde. Donc il faut partir des deux forages qui existent et d'une batterie donc d'autres matériels. Donc l'année dernière, nous avons reçu 5 camions-citernes. C'est ce que le marabout avait regretté. Cette fois-ci, nous allons recevoir 30 camions-citernes. C'est déjà un gros nombre important. Mais nous avons les bassins qui sont déjà nettoyés. Ça fait plus de 400 bassins et entretenus. Mais nous avons aussi 30 citernes gonflables. Ces engagements rassurent le comité d'organisation présidé par Serine Bassirou Mbaké. Porokhane. Chef de service Boufanek, Wanenga, Seyene. Nous sommes rassurés par le bel état d'esprit affiché par les différents chefs de service sous la houlette du gouverneur Amadou-Sy. Cette bonne collaboration entre l'État, le comité d'organisation est extrêmement importante. Serigne Mountakha Mbaké, le calife de Serigne Bassirou Mbaké ibn Khadimoul Rassoul, s'est également félicité de cette disponibilité des services de l'État. Le saint homme a prié pour un bon déroulement du Magal. À présent, je vous propose une fenêtre sur le reste du monde. D'abord, l'actualité sur le continent. Un ancien pilier du régime libyen sous l'ère Kadhafi arrêté dans la nuit de vendredi à samedi à l'aéroport international de Nouakchott. Il s'agit du colonel Abdallah Al-Senoussi. L'homme fut chef des renseignements militaires. Paris et Tripoli demandent son extradition. Fidèle à Kadhafi jusqu'au bout. Abdallah El-Senoussi, l'ancien bras droit du guide libyen déchu, a été arrêté à l'aéroport de Nouakchott dans la nuit de vendredi à samedi. Selon les services de sécurité mauritaniens, il arrivait de Casablanca sur un vol régulier et était en possession d'un passeport malien falsifié. Âgé de 62 ans, il était l'ancien chef des renseignements militaires, l'un des organes de répression les plus puissants et efficaces du régime. Al-Senoussi est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale depuis le 27 juin 2011. Il est accusé de crimes contre l'humanité lors de la révolution libyenne. D'autres pays réclament aussi sa tête. D'abord, la France, qui l'a condamné à perpétuité par contumace dans l'affaire de l'attentat terroriste du 19 septembre 1989 contre le DC-10 d'UTA, qui a coûté la vie à 170 personnes, dont 54 Français. Tripoli demande également son extradition.
Surnommé le boucher, Senoussi est pointé du doigt dans le massacre de la prison d'Abou Salim, où se trouvaient de nombreux prisonniers politiques. Plus d'1 millier de détenus avaient été tués dans une fusillade en 1996. Beau-frère de Kadhafi, Senoussi serait également responsable de la mort de plusieurs opposants politiques lorsqu'il était responsable de la sécurité intérieure dans les années 80. Sa dernière apparition en public date du mois d'août 2011 lors de l'entrée des rebelles dans la capitale. Il avait alors accusé les renseignements occidentaux et l'OTAN de travailler avec Al-Qaïda pour détruire la Libye. C'est sur toutes les lèvres, mais surtout elle fait la une des journaux marocains. L'affaire Amina, du nom de cette jeune fille contrainte d'épouser son violeur et qui s'est donné la mort. Dans le royaume, plusieurs centaines de femmes se sont rassemblées devant le Parlement. Il est trop tard pour Amina, mais ces Marocains veulent faire changer la loi pour épargner d'autres jeunes filles. Ce samedi à Rabat, environ 200 militants des droits de la femme se sont rassemblés devant le Parlement pour réclamer justice. C'est un cri de la société pour changer cette loi qui autorise le viol et qui oblige une fille violée à se marier avec son agresseur. Amina Al-Filali, 16 ans, a été contrainte d'épouser l'homme qui l'a violée pour échapper au déshonneur. Sa famille a évité la disgrâce, mais 6 mois après son mariage forcé, Amina s'est suicidée en absorbant de la mort au rat. Son geste a ému le pays. Depuis la divulgation de la nouvelle, mercredi dernier, les appels se multiplient pour réformer cette loi qui protège les criminels plus que les victimes. Si le mariage est accepté par les parents de la jeune fille violée, l'agresseur n'est plus poursuivi par la justice. Le droit pénal considère le viol comme un crime contre les mœurs et la famille. Mais il ne le reconnaît pas comme un crime contre les femmes et les jeunes filles, contre leur corps et leur âme. Et cela ouvre la porte à la dissimulation et à l'impunité. Des pétitions lancées sur Internet ont rapidement recueilli des centaines de signatures. L'unique femme du gouvernement islamiste marocain a demandé publiquement une révision de la loi. Le Maroc n'est pas le seul pays du Maghreb dans cette situation. En Tunisie et en Algérie, si la victime épouse son violeur, celui-ci échappe aussi à toute poursuite judiciaire. D'une pierre deux coups, c'est ce qu'ont fait les observateurs de la présente campagne électorale au Sénégal. Ils ont mis à profit leur séjour sénégalais pour alimenter la banque de sang du Centre national de transfusion sanguine. Ils ont été accompagnés dans ce geste par les membres de la Société générale de surveillance. Claire Diop. En Afrique, beaucoup de personnes meurent, surtout les femmes et les enfants en cas d'accident, juste parce qu'elles sont en manque de sang. Le Sénégal ne fait pas exception à cette règle. Pour inverser la tendance, les observateurs africains dans le pays pour les besoins de la présidentielle de 2012 s'engagent par ce geste. Une invite est lancée ici, aux Sénégalais. Il y a des Béninois, des Camerounais, des Togolais, des Congolais de la RDC, y compris des Togolais et Tchadiens. Nous pensons que ce geste va vraiment motiver des Sénégalaises, des Sénégalais et surtout d'autres nationalités d'emboîter le pas et venir donner un peu de leur sang. En tant que mère, je fais partie de ceux-là pour donner un peu de sang et sauver une vie, c'est tout. L'appel est retentissant, l'écho est favorable. Les cadres de la Société générale de surveillance réagissent. Pour la deuxième fois consécutive, la SGS a mobilisé ses membres, amis et partenaires pour donner un peu de leur sang et sauver des vies. Nous organisons cette journée dans le cadre de nos activités du CHST. C'est la seconde édition cette année, on compte le pérenniser. C'est pour aider le Centre national de transfusion sanguine à lutter contre le déficit de sang dans sa banque. On sait qu'au Sénégal, il y a beaucoup de mortalité due à un manque de sang. Dans les hôpitaux, je crois qu'on a besoin de ce sang. Surtout quand je lis ce don de sang aux accidentés de la circulation. Souvent, il arrive que dans les hôpitaux, qu'il y ait une rupture ou bien une carence de sang. Et je pense qu'en fait, renflouer les banques de sang, c'est un acte, je dirais même, citoyen, civique.
L'activité devrait permettre de lutter contre le déficit du liquide précieux dans les banques de sang au Sénégal, du coup une baisse du taux de mortalité chez les femmes et les enfants. Le comité d'hygiène et de sécurité de la SGS dédie cette journée à feu Abdoul Karim Faye, un de leurs collègues décédé récemment. Je vous en parlais en titre grand format ce soir. On reparle de la culture du sésame. Cela se passe dans le bassin arachidier. Il faut dire que c'est une culture diversifiée et profitable aux producteurs de cette zone puisqu'ils écoulent leur production avant récolte. Grand format signé Ibrahima Diallo. Cette dame a encore du courage pour exercer son métier. Après être restée des années durant inactive, faute de terre et sans ressources financières, Khadindao reprend sa vraie vie de paysanne. Cette fois-ci, c'est pour cultiver le sésame. Une nouvelle culture introduite dans sa localité Diarère par l'État du Sénégal grâce au projet d'appui aux filières agricoles. J'ai effectué une demande suite à laquelle j'ai bénéficié d'un financement pour exploiter 1 hectare de sésame avec ma famille. À ses côtés, son fils aîné, à la fleur de l'âge, sans emploi, Ndiaga John retrouve le sourire. Le seul moyen pour lui de manifester sa joie de revivre est d'accompagner sa mère dans cette dynamique de reconquête de la terre. Le projet a été validé. Maman a reçu le financement, donc on a cultivé ce qu'on avait à cultiver. On avait reçu effectivement 2 kilos, n'est-ce pas, de sésame, qu'on a cultivé avec, n'est-ce pas, de l'engrais. À l'image de cette famille démunie, nombreux sont les producteurs qui, sur un coup d'aider, ont vu leur vie changer positivement. L'avantage pour ces paysans, ils ont écoulé toute leur production de sésame bien avant la récolte. 200 hectares Nous sommes 200 ménages à bénéficier de ce nouveau programme. Le PAFA nous a donné des semences et de l'engrais pour exploiter 200 hectares et le programme touche 4 villages. Vendre son sésame avant la récolte au bord de son champ à 310 francs le kilogramme, une histoire réelle qui ressemble à un conte de fées. Je suis en train de récolter ma production après 3 mois de culture. Je vais sécher le sésame et le vendre au groupement. La culture du sésame est vraiment avantageuse. Dans cette période de l'année, on bradait nos récoltes sur le marché parallèle. Maintenant, on peut vendre le sésame à un prix rémunérateur sans aucun problème. Pour atteindre cet objectif, le dispositif du projet est organisé autour de la contractualisation entre les organisations de producteurs et les opérateurs de marché. En effet, pour l'organisation de producteurs qui s'investit dans une nouvelle culture qui est le sésame, parvient à travers ce contrat à trouver un marché pour écouler sa production avec un prix rémunérateur. Du point de vue de l'opérateur de marché qui est Annie, il y a également des avantages dans la mesure où cet opérateur de marché va pouvoir sécuriser son approvisionnement en quantité et en qualité. Porter un programme sésame, de la semence à la commercialisation, un schéma qui place le producteur au cœur de la filière. En atteste ce protocole de signature de contrat de vente entre les 9 organisations de producteurs du bassin arachidier et l'un des opérateurs de marché. Ce contrat définit l'engagement des 2 parties et participe à la structuration de la filière. Très bonne chose parce que on n'a jamais acheté, les opérateurs n'ont jamais acheté à ce prix. Le maximum c'était aux environs de 300-350 francs. Si en amont et en aval, nous discutons avec les opérateurs et nous discutons avec l'industriel, cela veut dire que l'intermédiaire n'aura pas sa place dans la filière sésame. Ça garantit une qualité. Donc parce que nous, c'est sûr qu'on est très exigeant sur la qualité du sésame, puisqu'on fait du décortiquage. Et donc, on va être très vigilant sur la couleur, sur le calibre, sur le taux d'humidité, sur la pureté aussi notamment. Donc là-dessus, un contrat doit s'engager dessus. Une nouvelle culture devra toujours être accompagnée. C'est en ce sens que le PAFA, en partenariat avec l'ANCAR, organise des séances de formation sur les bonnes pratiques agricoles du sésame. Chaque semaine, je prends un village du monde. Et dans le village, quand je viens, je fais un sondage. Je prends 5 producteurs.
je visite leurs parcelles, je donne les recommandations, les ITK, les itinéraires techniques de production. En première année, on vous appuie en termes d'intrants. En termes d'intrants, tout ce qui est semences, engrais, produits phyto, en plus de la formation et de l'encadrement par le CAR. Et en deuxième année, c'est le matériel agricole, mais accompagné aussi par des formations. En troisième année aussi, c'est tout ce qui est un autre appui que le groupement a besoin pour quand même produire plus et de qualité. La productivité et la marge à l'hectare font du sésame une culture de diversification intéressante pour les producteurs. Pour inciter ces paysans à adopter des pratiques de production promues par la recherche, comme l'utilisation de semences certifiées, le PAFA a conduit un programme de multiplication de semences avec les producteurs. La semis le 15 août, donc ça doit faire minimum 3 mois, 15 jours. Ça fait 95 jours maximum. Nous allons récolter pour la multiplication de semences de l'année suivante. Si on va produire des semences comme ça, on va avoir le semence de qualité. Donc c'est la semence de qualité qui peut compétir au niveau national, au niveau international. Avec des semences certifiées, on espère relever le rendement jusqu'à 600 kg à l'hectare. Et par ricochet, cela va permettre d'améliorer les revenus des producteurs et leurs moyens d'existence. À travers ce système de contractualisation, le projet d'appui aux filières agricoles vise à améliorer de manière viable les revenus et moyens d'existence des exploitations familiales dans le bassin arachidier. Ceci par leur insertion dans des filières profitables et diversifiées telles que le sésame, une culture d'avenir pour les paysans sénégalais. Merci Ibrahima Diallo pour ce grand format. Merci à vous d'avoir suivi cette édition qui tire à sa fin, qui est à présent terminée. Le reste du programme se poursuit. Tout à l'heure, vous recevrez, chez vous, Seynabou Diop Sow, ce sera pour le journal de la campagne. Et juste après, Oumar Ning dans Parlons au programme. Aujourd'hui, il reçoit Abdoulaye Racine Khan et Mabousso Thiam, respectivement de la coalition des coalitions AFAL 2012 et Beno Bokoyakar. Ils vont croiser le verbe en parlant justement des infrastructures. Portez-vous bien, chaque jour est une vie. Au revoir, bonne soirée.